thoughts could handle me. I don't know what I'm supposed to be. You're the only one who really sees. You get me. I feel something growing deep inside of me. What I say and what I mean always seem to disagree. So help me through this hard time. Change these fault lines. Oh no, I'm gonna be there always. After the pain has gone away, the feelings are so strong. This can be our song. This can be our song. Oh no, I'll never make you cry again. I'm gonna set things right again, and I won't let them go wrong. This can be our song. This can be our song. Oh no, I'm gonna be there always. After the pain has gone away, the feelings are so strong. This can be our song. This can be our song. Oh no, I'll never make you cry again. I'm gonna set things right again, and I won't let them go wrong. This can be our song. This can be our song. Oh, this can be our song. This can be our song. Oh, this can be our song. This can be our song. Oh no, this can be our song. This can be our song. Voici Frankie D, live. Alors, bon après-midi tout le monde. Merci d'être à l'écoute de CKLV. Francis Daniel des Studios Mobiles. Et on a le plaisir aujourd'hui, comme je vous avais expliqué cette semaine, on a eu le plaisir de rencontrer André Jean, candidat à la mairie de Lévis pour les élections 2013. Aujourd'hui, on a quelqu'un de calibre, parce que c'est l'ex-député de Lévis. Monsieur Gilles Loulier, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoutez, moi, quand j'ai regardé la liste des candidats qui se présentaient aux élections, j'ai dit, ça va prendre quelqu'un vraiment qui soit là pour faire brasser les trucs. Et quand on a vu l'arrivée de votre équipe débarquer, on s'est dit, bien, il manquait seulement quelqu'un. Et vous arrivez dans le dossier des élections municipales 2013 de façon un peu très, très concise et très, très précise. Votre plan électoral est déjà préparé. Vous avez des trucs. Comment vous allez avant, en commençant? OK. Ah, moi, ça va très, très bien. Vous avez eu une très belle période estivale? Oui, bien, moi, ma période estivale, c'est sûr qu'elle a été consacrée à un grand projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup faire quelques voyages vélo. Et donc, on a décidé de traverser le Canada en vélo. Donc, c'est 7200 km et on le fait au profit. C'est pas rien. Et on le fait au profit de la Maison de soins palliatifs du littoral. Parce que moi, je croyais que à Lévis, ça prenait vraiment. Il fallait qu'on aille notre maison Michel Sarrazin à Lévis. Ouais. Et lorsque j'ai été député avec mon collègue Yves Bolduc, qui était ministre de la Santé, on a eu l'occasion d'amener ce projet-là à Lévis. On a maintenant 10 lits pour les soins de longue durée, donc pour les gens en fin de vie. Et donc, on s'est dit, on était 4 cyclistes ensemble, on s'est dit, pourquoi pas faire le parcours au profit de la Maison des soins palliatifs du littoral. Alors, de telle sorte qu'on est arrivé le 16 août de ce périple, on a traversé le Canada, donc on a fait les 10 provinces. Est-ce que vous avez trouvé ça exigeant? C'est très exigeant parce que moi, au total, j'ai dû perdre à peu près un 15-16 livres, mais il y a un de mes collègues... Mais par contre, vous avez pris des couleurs. Oui, exactement. Ça, c'est vrai parce qu'on est toujours au grand vent. Ouais. Alors, on roule à 20, 25, 30 km à l'heure. Et traverser le Canada en vélo, évidemment, c'est 7200 km. Donc, c'est sûr, quand on arrive dans des portions comme les Rocheuses, où on peut avoir des montées 20 km non-stop, je peux vous dire que c'est quelque chose. Mais en même temps, on s'aperçoit à chaque province qu'on traverse qu'on a quand même un pays exceptionnel. Et c'est un pays de diversité. Mais c'est un pays également où, à notre grande surprise, on a même eu des dons pour la Maison de soins palliatifs en cours de route. Avec un beau résultat final. Oui, on a récolté au total 55 000 $ pour la Maison de soins palliatifs du littoral. Et ça, c'est surtout grâce à un plan qu'on avait mis en branle, les 4 cyclistes, où on a décidé de rencontrer les IGA et les Jean Coutu parce qu'on avait 2 volets à la campagne. Notre thème, c'était 7200 km pour la vie. Et on avait un volet populaire.
Et ce volet-là, au niveau des gens en fin de vie, avait été plus ou moins exploité. Et nous, on a choisi deux marchands à Lévis qui sont quand même, où il y a beaucoup de monde qui passe, donc les IGA et les Jean Coutu. Alors, on a demandé aux IGA et Jean Coutu, pourquoi vous réuniriez pas ensemble tous les IGA du Grand Lévis et tous les Jean Coutu pour organiser cette collecte populaire? Pour se donner la main et puis... Se donner la main, travailler ensemble. Et nous, ce qu'on faisait, les quatre cyclistes, c'est que les fins de semaine, jeudi soir, vendredi soir, les samedis, les dimanches, on allait pédaler dans un Jean Coutu, dans un IGA. On l'a fait pendant des semaines. Et le résultat net, pendant qu'a duré cette petite campagne, qui était quand même pas trop échelonnée sur une longue période, ben écoutez, ils ont quand même amassé en 2 $ parce que les autres, le thème de la campagne populaire, c'était 2 $ pour un kilomètre de vie. Et ils ont quand même ramassé 20 000 $. Ça veut dire qu'il y a 10 000... Il y avait déjà un engouement pour Oui, participer. et là, les gens apprenaient qu'on avait notre maison Michel Sarrazin-Lévis, parce que les gens se disaient, c'est quoi ça, la maison de soins palliatifs du littoral? Quand on expliquait aux gens que cette maison-là donne les mêmes services que la maison Michel Sarrazin, il y a même des gens qui nous disaient, nous autres, on donne à la maison Michel Sarrazin, alors c'est sûr maintenant qu'on va donner notre maison à Lévis. Donc, les Jean Coutu ont récolté 20 000 $, ce qui veut dire qu'il y a 10 000 personnes à Lévis qui ont pris la peine de donner 2 $. Alors, c'est quand même important. C'est important, ça. Et c'est assez impressionnant. Donc, ça, pour nous, ça a été vraiment un été merveilleux de ce côté-là. C'est sûr, par contre, que pour faire un voyage de 7200 km, c'est quand même une longue distance. C'est beaucoup de préparation. Il faut être bien entraîné. Nous, c'était un entraînement assez intensif. Alors, on a commencé à s'entraîner au mois d'octobre. On est parti au mois de juin. Alors, d'octobre à juin, c'est environ 15 heures intensives d'entraînement par semaine. C'est assez exigeant. Mais le gros avantage, c'est que tu te donnes une qualité de vie aussi sur le plan personnel. Parce que c'est sûr que dans un voyage comme ça, plus on avançait, plus on avait de force dans les jambes. Hier soir, je vous donne juste une idée, je suis allé faire une petite balade en vélo. Est-ce qu'il y a des moments que vous êtes senti un peu vraiment au bout du rouleau en disant « Ah ben là, avec l'ambiance, avec les gens qui sont alentour, on se dit on peut pas arrêter comme ça, là. » Bien, il y a des bouts qui sont plus difficiles. Je vous donne un exemple. Traverser l'Ontario, on doit passer par le nord de l'Ontario, donc par le nord du lac supérieur. Et là, c'est l'autoroute 17. Alors, l'autoroute 17, d'abord, elle est dans le bois. Montagneuse. Montagneuse, c'est aussi. très côteux, vous avez raison. Puis en plus, c'est dans le bois, tu sais. Donc, tu n'as pas beaucoup de services. Et donc, nous, quand on est arrivé là, c'est 5 jours de pluie avec les vents en pleine face, comme on dit. Et je vous dirais des températures de 8 degrés, 7-8 degrés. C'est extrêmement difficile. Ouais. Alors là, c'est sûr qu'à un moment donné, on se questionne toujours. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut toujours qu'on soit fixé derrière notre objectif. Et nous autres, on avait une petite phrase fétiche. Tu sais, quand tu fais des aventures, quand tu te lances dans des grands défis comme ça, nous autres, notre phrase, elle venait d'Albert Einstein. Albert Einstein a dit un jour, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Alors, nous, là, quand c'était un petit peu plus difficile, ben on se remettait en tête cette phrase-là et on continuait pour effectivement garder l'équilibre. Alors, il y a eu des moments difficiles, il faut le dire, mais dans l'ensemble, expérience de vie extraordinaire. Donc, on se retrouve en 2013 Exact. avec une possibilité de devenir maire. Comment est venue la décision pour vous, M. Lehouillier, parce que là, vous partiez du provincial comme député et il y a eu une période un peu d'accalmie entre les deux, C'est ça, exactement. les deux postes. Et là, vous arrivez avec la prise de décision de vous présenter comme maire. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la façon suivante, c'est que quand on est dans l'arène politique, les choses n'arrivent jamais de façon planifiée, organisée et de façon systématique. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, mon grand défi, c'était la traversée du Canada en vélo après l'élection provinciale, où, à un moment donné, on avait fait quand même, entre 2008 et 2012, un beau mandat. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. On a fait un beau mandat. Tout allait bien. Mais vous savez... La politique, il y a une conjoncture. La conjoncture est favorable ou pas. Alors, il y a une série de facteurs qui fait qu'à un moment donné, tu es élu, tu n'es pas élu. Mais il ne faut jamais oublier puis retenir une chose. Être élu, c'est un privilège. Oui. Puis à tout moment, ce privilège-là... Parce qu'on représente la population. La population, et la population te donne ce privilège-là pour une période définie. Et après, elle ne te doit plus rien. Il y a une série de facteurs qui fait que les gens votent pour, votent contre, peu importe. Alors, moi, j'avais donc mis mes énergies là-dessus.
Et de fil en aiguille, il y a des gens qui commençaient à me dire, ben écoute, il y a une rumeur à l'effet que la mairesse actuelle pourrait se retirer. Gilles, ça t'intéresserait-tu, etc. Ben, j'ai dit, écoute, il faudrait que j'y réfléchisse, etc. Jusqu'au moment où, un moment crucial qui a été déterminant pour la suite des choses, c'est que j'apprends qu'à un moment donné, au niveau de l'équipe de la mairesse, donc l'équipe de Lévis Force 10, alors les membres de l'équipe qui sont actuellement conseillers municipaux ou conseillères municipales à la ville de Lévis m'ont sélectionné et m'ont retenu unanimement comme chef. Alors donc, j'avais accepté de bonne grâce à me prêter à une entrevue à laquelle j'ai été invité. Et finalement, il y a eu une recommandation positive à mon égard. Donc, ils vous ont cuisiné un petit peu pour savoir si vraiment vous aviez des allégeances ou vous aviez les intentions de vous présenter. Là. Exact. Et là, écoutez, c'est sûr qu'à partir du moment où une équipe qui a bien réussi dans l'ensemble, il faut le dire, parce qu'il y a quand même un certain niveau de satisfaction qui est assez élevé, là, selon le sondage que la Ville a réalisé auprès des élus. Alors donc, c'est sûr qu'à partir du moment où une équipe, qui est l'équipe un peu de la continuité, t'a choisi unanimement comme chef, bien, écoutez, ça devenait drôlement intéressant pour moi. Et en plus, reste quand même que j'avais... parce que moi, j'ai fait 4 ans d'Assemblée nationale. Et honnêtement, même lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, moi, j'avais le principe de la porte ouverte à mon bureau de comté. Oui, je m'en rappelle d'ailleurs. On avait été invités. Puis oui, super tout à fait. Ouais. Et c'était, vous le savez, alors moi, je recevais les gens, les organismes communautaires, etc. J'ai toujours eu un attachement à mon patelin. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est le travail de terrain. Moi, je suis vraiment un gars de terrain. Et peu importe à quel niveau tu es. Alors, je te donne un exemple concret. Moi, un de mes grands projets, ça a été l'aménagement de la piste cyclable en bordure du fleuve. Et tu vois, il y avait une phase 2 à ça, qui était la réalisation du secteur de la traverse, que je n'avais pas pu réaliser comme conseiller municipal et que finalement... C'est un dossier qui a suivi à votre mandat comme député. Au provincial. Et là, ça veut dire qu'à un moment donné, le parti politique, et lorsqu'on a la chance d'être élu, on peut se servir du niveau politique comme un levier pour le développement de notre communauté. Alors, c'est à nous, après, de se rouler les manches, de travailler fort et d'essayer d'aller chercher le maximum. Alors, moi, c'est ce que vous avez aimé votre expérience comme député après avoir participé de près ou de loin avec la mairie de Lévis comme conseiller et que vous aviez un petit peu un poste un peu plus près des dossiers et près des solutions aussi à les faire cheminer? Est-ce que vous avez apprécié votre passage? Le passage à l'Assemblée nationale a été pour moi extrêmement important pour 2 raisons. D'abord, quand on arrive à l'Assemblée nationale, être assermenté à l'Assemblée nationale, notre chef nous disait souvent, vous faites partie des 125 personnes que la population a retenues pour légiférer, pour finalement conduire les destinées du Québec. Et ça, c'est extrêmement important. On en prend conscience quand on arrive à l'Assemblée nationale. D'abord, c'est une enceinte historique extrêmement important. Il y a de l'histoire. Tu longes, tu t'arpentes un corridor et tu vois l'histoire sur les murs. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Et plus on avance à l'Assemblée nationale, plus on découvre une chose, on découvre le sens que nous, on a un peu perdu dans nos sociétés occidentales. On redécouvre le sens du mot liberté. On se rend compte qu'on est dans une des enceintes les plus démocratiques au monde. Ça, pour moi, ça a été une redécouverte. J'ai redécouvert tout cet aspect-là de fonctionnement de notre démocratie. Est-ce que ça vous a permis un peu de changer un peu votre vision face à certains trucs qu'on vit? Oui, ça change la vision et ça fait en sorte qu'à un moment donné, quand tu te dis... ça fait en sorte que tu vis plus quand tu es élu, là. Alors, tu vis plus le moment présent. C'est-à-dire que les gens te donnent un mandat, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et ce mandat-là, il est limité dans le temps. Alors, toi, ta job, finalement, est-ce que les gens s'attendent que tu puisses faire? Ils ont confiance en toi, d'ailleurs, parce qu'ils t'ont élu. Alors, ils veulent que tu fasses le maximum pour, livrer la marchandise au niveau des engagements que tu as pris, mais surtout pour bien les représenter et s'assurer qu'à un moment donné, tu fais bien ton travail. Le reste, tu n'as plus à te préoccuper de ça. Alors moi, je me préoccupe maintenant davantage de tout l'aspect de ce que je peux apporter à ma communauté avec mon expérience. Évidemment, je connais les rouages gouvernementaux. Moi, j'étais directeur régional au ministère des Affaires municipales. Est-ce que vous croyez qu'on avait un article dans le Journal de Lévis que les passerelles de communication entre le provincial et le municipal sont ouvertes présentement? Est-ce que pour vous, le fait d'avoir chausser les souliers d'un député va vous permettre de peut-être faire plus passer le message à ces gens-là, compte tenu que vous connaissez déjà les fameux rouages?
Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où tu connais les rouages, moi, j'ai été directeur régional au ministère des Affaires municipales de la région de la Capitale-Nationale. J'ai fait cheminer beaucoup de dossiers auprès des cabinets ministériels. Alors, c'est sûr que ça te donne une longueur d'avance, dans le sens que moi, je connais très, très bien la façon dont fonctionne la machine administrative gouvernementale. J'ai vécu, donc, la période de l'Assemblée nationale. Et, au fond, je ne suis pas, moi, en politique. Quand tu sais, je suis sous la bannière d'un parti politique, moi, je ne suis pas un fanatique en politique. Moi, je me dis, le parti, c'est un levier pour réaliser des choses pour notre communauté. Et en ce sens-là, j'ai toujours adoré travailler avec des gens, peu importe leur allégeance politique. Et ça, donc, ça veut dire que moi, j'ai des amis, autant au sein du Parti québécois, autant au sein de la CAQ. Marc Picard, qui était mon député voisin dans Chute-Chaudière, on a toujours eu une entente merveilleuse ensemble, et on s'est même dit, on va travailler ensemble pour développer les dossiers de la grande ville. Donc, ça, c'est important d'avoir cette notion-là. La notion du respect envers les autres politiciens. Parce qu'eux aussi, là, ils ont tous été élus. Tu sais, tout le monde, là, ces gens-là ont tous été élus démocratiquement et ils ont droit à notre respect. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans le respect, mais c'est sûr que ça me donne un avantage certain, le fait que je connaisse bien les dossiers, que je connaisse bien les rouages. Alors ça, pour moi, c'est un avantage. Et mes 20 ans en politique municipale, bien sûr. Donc, on arrive, c'est le mois de août. Dans quelques semaines, dépôt des différentes plateformes électorales pour chacun des candidats. Qu'est-ce que vous proposez à la population lévisienne en tant que chef de parti? Il ne faut pas l'oublier. Vous n'êtes pas seulement un candidat dans un quartier, vous êtes chef de parti, dont, avec l'appui de tous les conseillers et les gens les candidats qui se présentent dans les différents quartiers. Qu'est-ce que vous proposez à la population? Bien, d'abord, moi, ce que je propose à la population de Lévis, parce qu'il ne faut pas oublier que Lévis, c'est la 8e ville en importance. Hein? Je vais juste mettre ça en évidence parce que c'est important de le dire. Et c'est une ville qui a créé, bon an, mal an, au cours des dernières années, 1500 emplois par année à Lévis. Alors, c'est énorme. Il y a quand même... Oui, il y a un développement important qui se fait. Il y a un développement important. Donc, moi, ce que j'offre aux gens de Lévis, d'abord, c'est une équipe complète qui allie compétences, expérience et savoir-faire. Donc, nous, on s'inscrit donc, d'une certaine façon, dans la continuité de ce que la mairesse a mis de l'avant au cours des dernières années. Deuxième élément, c'est qu'on sait qu'actuellement, et j'ai travaillé beaucoup comme député sur ce dossier-là également, on sait actuellement qu'un des grands irritants de notre ville, c'est qu'on est victime de ce succès-là, donc de ce succès de développement économique assez faramineux au cours des dernières années. Et on se rend compte qu'on a une problématique de plus en plus importante qui est d'assurer la fluidité de la circulation. Alors, donc, nos axes Mais c'était déjà des dossiers importants pour vous quand vous étiez conseiller à l'époque. Là. Ah oui, exactement. Et là, maintenant, vous avez vu que le tempo s'accélère pour les travaux routiers parce qu'il faut remettre à niveau nos infrastructures routières. Parce que la population augmente. Il y a beaucoup plus de gens qui partent de Québec et qui viennent travailler maintenant à Lévis. À l'époque, c'était le contraire. Il y a les gens de Lévis qui s'en allaient à Québec. Bien, juste pour vous donner une idée, là, au cours des 10 dernières années, il y a sur l'ensemble des déplacements, les déplacements vers la Rive-Nord, à partir du Grand Lévis, là, ont augmenté de seulement 4 à 5 %. Mais les déplacements à l'interne de la ville de Lévis et vers Lévis ont augmenté de 40 %. Alors, donc, ça vous donne une idée énorme. Que Lévis, maintenant, se développe. Alors, il faut agir sur deux fronts. Pour réussir à relever ce défi-là, il faut agir sur deux fronts. Améliorer nos axes routiers, mais deuxièmement, faire en sorte que l'amélioration de ces axes routiers-là vont servir aussi pour l'amélioration du transport en commun. Donc, parce que ça en a un autre dossier très important à Lévis, le transport en commun, de vraiment le réaménager. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un premier grand dossier à régler que j'ai pu régler comme député, qui était le fameux fonds d'immatriculation, donc le 30 $ que les gens de Lévis versaient et qui allait à Québec. Ça, on a stoppé l'hémorragie et maintenant, ce 30 $-là revient à la Société de transport de Lévis. Alors ça ajoute quand même 1,2 million dans les coffres de la Société de transport de Lévis. Et ça permet aussi d'offrir un meilleur service à la population. Un meilleur service. Et là, actuellement, l'objectif qui est poursuivi au niveau de Lévis, c'est vraiment de faire un métrobus Est-Ouest, donc qui va relier tous les secteurs de la ville ensemble, mais de façon ultra rapide. À des fréquences très rapides, avec des connexions nord-sud efficaces. Et ça, c'est l'objectif qui est actuellement poursuivi au niveau de la Société de transport. Les projets sont déjà déposés au niveau du ministère des Transports. Et en principe, je vous dis que ça
ça devrait être une de nos grandes préoccupations au cours des dernières années. Donc, le transport en commun, l'amélioration de la fluidité de la circulation, ça veut dire, vous avez vu, déjà, moi, j'avais pris l'engagement de l'élargissement d'autoroute 20. C'est commencé dans l'Ouest. Oui, effectivement, il y a déjà un tronçon qui est en préparation. La structure banane est en train d'être faite. Vous voyez, le trafic est dévié parce que sur 3 km, on va commencer l'élargissement d'autoroute 20 et ça va se poursuivre. Donc, et ensuite, du côté de Lévis, alors il faut régler du côté de Lévis, donc les entrées. Kennedy est la seule entrée à Lévis au moment où on se parle. Alors, il faudra diversifier ces entrées-là au niveau de Lévis. Donc, très, très gros défi. Je dirais que le principal défi pour les gens de Lévis, c'est d'entrer et sortir de leur ville. Et ça, il faut vraiment donner un sérieux coup de barre. On s'en va avec votre programme. Donc, cette semaine, vous aviez sorti dans les médias, donc entre autres le Journal Le Peuple cette semaine, concernant la revitalisation du Vieux-Lauzon. J'ai entendu, moi, dans tous les commentaires et les entrevues que j'ai fait avec les autres candidats, on dirait que c'est un dossier qui est très important pour chacun. Okay. Est-ce que pour vous, c'est une façon additionnelle parce que c'était un dossier à l'époque qui traînait depuis longtemps, là? Ouais, la revitalisation des quartiers à l'époque où j'étais conseiller municipal dans l'ex-ville de Lévis, on parle de Lévis-Lauzon-Saint-David. Alors, ce qu'on a réussi à faire dans un premier temps, parce qu'il faut bien voir l'évolution de la revitalisation des quartiers. Alors donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait, pendant 30 ou 35 ans, je fais juste un rappel historique qui est important, pendant 30 ou 35 ans, jusqu'aux années 90, les gens avaient le dos tourné au fleuve. Les gens, à un moment donné, ont développé dans le champ. Vous l'avez vu, les galeries Chagnon, etc. Dans l'Ouest aussi, c'était la même chose. Alors, il fallait vraiment redonner le fleuve à la population. Et ça, un des éléments déterminants... Donc, pourquoi vous avez avancé le dossier des pistes cyclables Exactement. Et le réaménagement des berges? Parce qu'en redonnant le fleuve à la population et en faisant le parcours des gens, donc la piste cyclable qui longe le fleuve, premièrement, on créait un lien identitaire parce qu'on venait de regrouper les villes Lauson-Saint-David. Il faut se ramener au début des années 90. Oui. Et là, en 2000, quand on a fait les travaux de la piste cyclable, on venait de redonner un lien identitaire entre les gens de Lévis-Lauzon-Saint-David, mais qui plus est, on venait de ramener les gens vers le fleuve tranquillement, pas vite. Suite à ça, on a mis au point la première réglementation patrimoniale. Il n'y en avait jamais eu à Lévis. On avait recensé 1700 bâtiments, dont 600 ici à Lauzon. Ici même, dans le secteur de Lauzon, on en avait 600 environ. Alors donc, on a fait cet inventaire patrimonial-là qui n'avait jamais été fait, soit dit en passant. Et là, on a signé une entente avec la Société d'habitation du Québec pour le programme d'aide à la restauration des bâtiments à Lévis. Alors donc, il y a eu beaucoup de rénovations de bâtiments, dont ici à Lauzon. Et en 2011-2012, la Ville continue ces injections-là. Je vous donne juste un exemple. En 2012, la Ville a injecté en rénovation de bâtiments dans les secteurs traditionnels, donc dans les secteurs plus anciens, 2 100 000 $. C'est quand même beaucoup d'argent. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, c'était des programmes de subvention qui étaient donnés à certains propriétaires d'édifices patrimoniaux de refaire un peu l'extérieur. Ouais. Et là, est-ce que dans la nouvelle vision de votre parti, ça va être différent? Parce qu'il y a des bâtiments qui tombent vraiment c'est ça. Alors en décrépitude. Là. Si on prend, par exemple, l'exemple du secteur particulier ici à Lauzon-Bienville, alors il y a encore certaines zones, il faut faire attention, certaines zones de la rue Saint-Joseph qui ont besoin de revitalisation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout le reste du quartier s'est revitalisé pas mal. Il y a eu beaucoup de subventions de versées pour des belles rénovations. Ça, il faut quand même le signaler. Maintenant, ce qui reste à faire dans la zone ici, c'est pas nécessairement en créant une nouvelle structure qu'on va y arriver. En passant, nous, c'est notre opinion. Mais il faut poursuivre plutôt les efforts en rénovation. Alors, ce qui arrive sur la rue Saint-Joseph, parce que c'est un secteur que je connais bien puisque c'était mon quartier ici pendant 20 ans. Alors, ce qui arrive, c'est que même si je mets au point un programme d'aide à la restauration de Lévis, on incite les gens à participer à ces programmes d'aide-là. Vous, si vous êtes propriétaire, puis vous n'appliquez pas sur le programme, bien, c'est sûr que fatalement, vous n'avez pas de demande de subvention. Oui. Alors, les bâtiments qui sont encore détériorés sur la rue Saint-Joseph ou qui mériteraient certaines interventions, règle générale, ce sont des gens qui n'appliquent pas sur nos programmes de rénovation. Alors là, il va falloir trouver la façon d'amener cette rénovation
Moi, je pense qu'à ce moment-là, de concert avec le GRT et d'autres organisations, donc le groupe de recherche qui intervient, notamment pour la création de coopératives, il va falloir qu'on mette le pied dans l'étrier. On a procédé il y a quelques années, je me souviens très bien à l'époque où j'étais conseiller municipal, à quelques démolitions de bâtiments vétustes. Donc, des bâtiments qui n'avaient aucune valeur patrimoniale et pour lesquels il fallait vraiment procéder à certaines démolitions. Mais là, je pense qu'il faut poursuivre la restauration de la rue Saint-Joseph. Nous, on pense que ce n'est pas en créant une structure, mais c'est en poursuivant les efforts au niveau de la rénovation. Est-ce que vous croyez que le développement, présentement, à Lévis, se fait, et je posais la question aux autres candidats aussi, que vous apercevez qu'il y a beaucoup d'endroits qui se construisent excessivement rapidement, mais on retrouve beaucoup des tours à condos, mais des appartements accessibles à la population, parce qu'on le sait qu'il y a certains secteurs que c'est plus problématique que d'autres. Est-ce que vous allez regarder ce réaménagement-là de façon un petit peu plus consciencieusement? Parce que les gens me le disaient, ils disaient, écoute, oui, c'est facile de se loger, mais à des coûts extrêmement importants. C'est ça. Il est clair que quand une ville grossit et quand une ville connaît un développement économique en forte croissance, comme la ville de Lévis connaît actuellement, souvent, ça amène une poussée d'augmentation au niveau du coût des loyers. Alors, il est clair, vous avez vu que la Ville s'est fixé un objectif au cours des 3 prochaines années de 375 nouveaux logements sociaux sur le territoire de la Ville de Lévis. Il reste une problématique à régler avec la Société d'habitation du Québec et au niveau gouvernemental, et il va falloir qu'on s'y attaque de très près. C'est que Québec, Montréal, Gatineau, je pense que c'est les 3 principales villes. Ils ont des ententes avec la Société d'habitation du Québec qui leur garantit un minimum de logements sociaux chaque année. Donc, de logements pour les personnes aînées, mais pas seulement pour les personnes aînées, pour les familles à faible revenu, etc. Et moi, lorsque j'étais député, on a atteint les objectifs que la ville poursuivait. Alors, on a l'îlot des Jardins, on a, entre autres, Monseigneur Bourgette, où il va y avoir de nouveaux logements sociaux. Donc, on maintenait la cadence d'une 100 par année. Cela étant dit, il va falloir qu'on en arrive. J'ai eu des rencontres avec les gens du GRT où on s'est entendu sur cette stratégie-là qu'on doit déployer maintenant. Et moi, comme maire, c'est sûr que si les gens m'accordent bien sûr leur confiance, je vais travailler très fort là-dessus. C'est qu'il va falloir, parce qu'on est la 8e ville en importance au Québec, je le rappelle, on grossit constamment, il va falloir que nous aussi, on ait cette garantie d'un nombre minimum de logements sociaux que la Ville de Lévis pourrait être assurée. Alors là, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet aux organismes comme le GRT, ça permet parce qu'il y a un autre organisme aussi qui s'occupe du développement de logements sociaux, parce que vous savez que le gouvernement n'est pas maître d'œuvre dans les logements sociaux. Hein? On confie ça à des organismes qui travaillent avec la Ville, et le gouvernement finance à 85 % la construction des logements sociaux, et après, c'est géré soit par l'Office municipal d'habitation qui gère ces logements-là. Alors, ce qu'il faut maintenant, on est rendu à l'étape où il va falloir que dans les grandes villes comme Lévis, moi je dirais même les 10 premières villes de 100 000 habitants et plus, alors il faudra qu'on s'assure que le gouvernement du Québec puisse nous garantir un minimum de logements sociaux à chaque année, ce qui va permettre au GRT, ce qui va permettre aux organismes de mieux planifier la venue de ces logements-là. Alors que là, ils sont soumis aux contraintes budgétaires gouvernementales à chaque année où ça s'en va un peu en dents de scie. Alors ça, c'est un élément qu'il va falloir corriger rapidement si on veut vraiment se donner les chances de développer le logement social. Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir les pieds dans les chaussures de Mme Marinelli au 4 novembre, ça va vous permettre de faire cheminer le dossier plus rapidement que les gens pensent? Bien, écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Je vous l'ai dit tantôt. Nous, Lévis Force 10, on s'inscrit dans la continuité. Je pense que Mme Marinelli a fait un excellent travail. Moi, c'est une fierté pour moi que son équipe m'ait choisi unanimement. Parce qu'il y a des gens qui nous disaient c'est des grosses chaussures à porter, là, parce que Mme Marinelli, comme vous disiez, a tenu des dossiers assez solides. Et le fait de tenir tête aussi à M. Lebeaume à Québec, ça prend quelqu'un qui a une main d'acier aussi, là. Bien, l'idée, c'est pas nécessairement de tenir tête, parce qu'on peut travailler en collaboration en passant. Et ça, je pense que ça peut être drôlement intéressant de le faire. Non, moi, je pense que j'ai la pointure qu'il faut au niveau des chaussures, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai quand même une excellente expérience du monde municipal, une excellente expérience de l'Assemblée nationale, des rouages administratifs. Donc ça ne m'inquiète pas trop. Puis il ne faut pas oublier non plus que l'équipe de Daniel est là.
Alors, les Jean-Pierre Bazinet à Saint-Jean-Chrysostome, les Guy Dumoulin, Régent Lamontagne, je pourrais tous vous les nommer. Alors, c'est ça l'équipe de Daniel. Là. Et moi, je continue avec cette équipe-là. Et le fait de ne pas faire de gros changements à la municipalité, vous croyez que ça va faire toute la différence? D'avoir une stabilité, que les gens sont là, ils peuvent penser c'est encore très solide, c'est comme c'était avant. Et... ce que les gens souhaitent, d'abord, il faut le dire, le sondage qu'a commandé la Ville de Lévis, parce qu'il n'y a pas un parti politique qui a commandé ce sondage-là, c'est vraiment la Ville. Et ce sondage-là indique un taux de satisfaction de 85 à 90 %. Oui, qui était énorme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer un certain nombre de choses. Hein. On parle, par exemple, parlons de j'ai parlé tantôt des infrastructures routières et du transport en commun. Ça, c'est notre priorité numéro 1. Nous, là, ça va être ça, notre priorité. Il y a une autre question aussi qui me vient, parce que hier, je parlais avec des gens qui me disaient l'accessibilité à la mairie. Les gens trouvent que la machine est tellement grosse avant d'arriver pour pouvoir dire leurs mots ou d'avoir des réponses qui s'imposent dans certains dossiers. Est-ce que pour vous, ça va être important de faire un peu le ménage un peu dans les structures pour faciliter un peu l'accessibilité aux citoyens à la mairie de la ville? Oui, moi, je pense que ça va être un élément déterminant pour la suite des choses. C'est que moi, mon style de leadership va faire en sorte que l'élu va être vraiment au cœur de l'action. Donc, à partir du moment où l'élu est au cœur de l'action, puis en plus, j'ai la chance d'avoir une équipe d'expérience qui est maintenant aguerrie à la chose municipale. Alors, il est clair qu'il va y avoir certains changements. Il nous faudra être plus flexible. Ouais. Et il faudra qu'on retrouve à Lévis une certaine agilité dans la façon d'intervenir, que ce soit auprès des gens qui veulent faire du développement ici à Lévis, et on peut le faire de façon correcte avec le respect de la qualité de vie. Et moi, actuellement, ce que je pense, c'est qu'il faut que Lévis continue à se densifier. Mais comme vous le dites, il faut qu'il se densifie aussi avec des logements pour aider les gens qui sont à plus faible revenu. Donc, il faut qu'on s'identifie. Qu'on ne le veuille pas, il faut qu'on s'identifie. Alors, qu'est-ce qu'on constate comme tendance au cours des dernières années? C'est que la densification est plus à l'extérieur de Lévis, Saint-Henri ou en Pourtour. Et ça, à un moment donné, il y a quand même une problématique reliée à ça. Alors, il faudra être plus agile comme ville. Et oui, il y aura certaines réformes à faire au niveau du développement de notre territoire et au niveau de notre approche et de notre porte d'entrée à Lévis. Alors, il y aura la fameuse tête des ponts qu'on appelle. Exactement. Est-ce que pour vous, c'est vraiment tannant de se faire dire la Rive-Sud de Lévis? Moi j'ai l'habitude de dire c'est Lévis, c'est la grande ville de Lévis. Oui, parce que maintenant... En tant que Lévisien, parce que vous avez... Oui, exact. Parce que Lévis, maintenant, crée ses propres emplois. Lévis est maintenant un pôle majeur. Vous savez que Lévis a été reconnu en 2009 ville la plus attractive au Québec et la troisième plus attractive au Canada. Puis on a des événements aussi qui attirent des gens de l'extérieur qui spotent Lévis assez facilement puis ils disent « Hey, c'est fun, on va y aller l'année prochaine. » Et il y a un dynamisme. Par contre, il va falloir faire attention parce que là, on est à un point carrefour. Alors, on passe maintenant d'une ville qui est rendue au-dessus de 100 000 habitants et c'est plus difficile, c'est plus complexe, mais maintenant que je dirais que les gens à Lévis, et ça, je pense que c'est une belle réussite de l'équipe de Daniel, je pense que les gens ont réussi à comme créer un sentiment d'appartenance à la grande ville. Il reste encore des choses à faire, mais il y a un bon cheminement qui a été fait. Et cette solidarité-là, au niveau de la ville, parce que là, j'ai la chance d'arpenter les quartiers d'est en ouest, et je peux vous dire une chose. Vous avez déjà commencé à tâter le terrain avec les gens, puis voir un peu? C'est fait. On a une série de consultations. On est en train actuellement, on a fait une série de consultations dans chacun des arrondissements, dans chacun des quartiers. Ce soir, j'ai encore une rencontre. Alors donc, on multiplie les rencontres. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement dans ce que j'appelle, moi, la période, on est en mode écoute. Alors donc, comme j'ai des gens d'expérience au sein du conseil municipal, ce sont eux qui organisent ces rencontres-là dans chacun de nos quartiers. Et là, on commence à avoir un bon portrait des attentes de la population. Qu'est-ce que les gens vous disent, en général? En gros, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Améliorer la fluidité de la circulation. Faire en sorte que nos infrastructures vont suivre le développement, vont être en même temps, vont arriver en même temps que notre développement. Évidemment, il y a une certaine problématique reliée aux organismes communautaires. Je prends juste cet exemple-là parce qu'il ne faut pas oublier que Lévis... Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a un grand bassin d'organismes à but non lucratif qui, conjointement avec la municipalité, se permettent d'offrir un très bon service à la population. Écoutez, quand on parle d'une ville comme Lévis, avec quelques dizaines de milliers, 10 à 15 000 bénévoles à Lévis, c'est quand même énorme. C'est énorme. Alors donc, c'est une ville qui est beaucoup axée sur le bénévolat. Alors au niveau des organismes communautaires, on a probablement une des politiques
d'aide aux organismes communautaires les plus avant-gardistes au Québec. Mais la problématique à laquelle on est confronté, c'est qu'il va falloir qu'on s'assure, et là, on est rendu là. Il va falloir qu'on donne à ces organismes communautaires-là des locaux adéquats et des infrastructures plus adéquates pour assurer leur service, mais en même temps, des économies d'échelle à le faire. Alors, nous, on va arriver avec des propositions pendant la campagne électorale qui vont répondre à ces attentes-là. Alors, ça, c'est pour nous, c'est un volet extrêmement important. Donc, fluidité de la circulation, adaptation des services en fonction de l'augmentation de la population. Écoutez, la population de Lévis augmente de 1000 habitants par année. Là. Alors, c'est quand même c'est important. Oui. Alors, il va falloir qu'on soit en mesure de répondre à ces nouveaux besoins. Et ça, là-dessus, ça va vouloir dire une stratégie très agressive en ce qui concerne les équipements nouveaux qu'on va implanter à Lévis. D'ores et déjà, on a un bon noyau d'équipements, mais des fois, il reste des disparités sur le territoire. Et c'est ces disparités-là qu'il va falloir corriger. Question de budget. Oui. Présentement, à la ville de Lévis, on a un budget qui est très important, avec des surplus, avec des trucs qui se préparent aussi pour les prochaines années. L'équipe de Mme Marinelli a proposé des trucs intéressants qui a fait en sorte qu'on s'est très bien stabilisé. Qu'est-ce que vous proposez aux gens, point de vue taxation, des trucs pour... autant pour... on parlait question budget, parce que les gens me posent la question, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de taxes? Est-ce qu'il va y avoir... c'est bien beau faire du développement, mais à un moment donné, c'est le contribuable qui paye, là, en bout de ligne. Bien, écoutez, en ce qui concerne la taxation à Lévis, ce qu'il faut dire, c'est que dans une ville comme Lévis, comme d'ailleurs dans la plupart des grandes villes de 100 000 habitants et plus, la marge de manœuvre est très mince dans une ville. Alors, vous savez, par exemple, que dans un budget de ville, et c'est pas propre à Lévis, la masse salariale représente, ici à Lévis, par exemple, environ 47 du budget. Qui est assez important. Qui est assez importante. Le service de la dette est à peu près à 18 Donc, ce qui veut donc dire que tout le reste, c'est 36 Alors, ce qui veut donc dire que là, on a une marge de manœuvre qui est mince. Cela étant dit, il faut être prudent avant de dire, bien, nous, on propose un gel du compte de taxes parce que qui dit gel du compte de taxes dit coupure. On va dire, je l'explique pourquoi. C'est que... Donc, il y a de l'argent qui ne rentre pas dans les coffres pour faire des améliorations comme vous parliez. Bien, si l'inflation est de 2 alors supposons, par exemple, que l'inflation est de 2 ça veut dire que si vous promettez un gel à la population, ça veut dire que vous dites à la population, nous, on va couper des services. Donc, c'est ça que ça veut dire, parce qu'en réalité, il faut que vous coupiez peut-être de 3 à 4 au niveau des services. Ça, c'est important. Chaque fois, mais en même temps, nous, ce que Lévis Force 10 a fait au cours des 10 dernières années, c'est que Lévis Force 10 a maintenu le niveau de taxation au niveau de l'inflation. Ça fait en sorte que votre compte de taxes suit toujours le niveau de l'inflation, comme quand vous achetez un produit à l'épicerie, etc., l'inflation est à peu près 1,5-2 ça fait à peu près ça. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver à un moment donné, vous pouvez bien donner un bonbon temporaire, mais vous allez retrouver en 2-3 ans, vous allez être obligé d'augmenter de 5-6-7 les taxes. Alors, nous, on essaie, et je pense que Lévis Force 10 a fait un travail de ce côté-là exceptionnel. On maintient les augmentations à un niveau tout à fait respectable et acceptable, qui est le niveau de l'inflation. Parce qu'il ne faut pas faire miroiter à la population que voulez-vous, même si les salaires augmentent beaucoup moins rapidement que dans le passé, ils augmentent quand même un peu, ne serait-ce que d'1%. Le coût des marchandises qu'on achète, l'essence qu'on achète pour nos camions, nos pick-up. Alors ça, ces éléments-là, c'est des incontrôlables. Ces coûts-là augmentent. Alors, il faut faire bien attention. Et nous, on préfère plutôt avoir une approche responsable, qui est celle de dire aux citoyens, nous, on va maintenir le niveau de taxe le plus bas possible, le plus près possible de l'augmentation du coût de la vie, et on s'en tient à ça. Et la preuve, Action Lévis Force 10 a bien réussi au niveau de son action, parce qu'on maintient ça, grosso modo, aux alentours de 1,5-2 d'augmentation. Advenant le cas que le 4 novembre prochain, vous êtes élu maire de Lévis. Quel sera le dossier le plus important qui sera pour vous? Moi, le dossier... Le premier que vous allez mettre les deux mains dedans et dire, bien, ça-là, on le règle. Nous autres, il faut en régler un qui va être réglé très, très, très rapidement, parce que pour nous, c'est une priorité. J'ai d'ailleurs rencontré récemment, je rencontre les députés fédéraux au moment où on se parle. Je leur parle de nos dossiers. Mais pour nous, ça, je l'ai déjà dit publiquement récemment, le complexe aquatique
est pour nous la priorité numéro un. Là, maintenant, là, quand il y a une certaine liste d'attente de 600-700 jeunes qui attendent pour avoir accès à un bassin. Donc, pour nous, ça, c'est une priorité numéro un. Et celle-là, elle est incontournable. Deuxième élément, deuxième grande priorité, il y a le lien Saint-Rédempteur, bien sûr, et il y a en même temps la fluidité de la circulation. Les entrées à Lévis sur Kennedy, vous savez, Desjardins vient de s'implanter là, avec une tour qui va loger 1500 personnes. Oui. Alors, ça va amener du trafic. Alors, il faut vraiment qu'on soit en mesure de rattraper à un moment donné ce développement-là, parce que le développement est tellement fulgurant que là, on se dit, il faut vraiment qu'on améliore nos infrastructures routières. C'est sûr que ça, pour nous, c'est très important. En dehors de ça, bien, la marge de manœuvre est mince parce que, au fond, c'est un peu comme un budget des gens sur le plan personnel. Oui. On peut emprunter pour une hypothèque de maison, mais à un moment donné, il y a des limites. Et nous, la balise que la Ville s'est donnée récemment, parce que vous savez qu'au mois de mai, la Ville a adopté quand même une balise budgétaire pour éviter une augmentation de la dette. Donc, normalement, un programme triennal d'immobilisation ne doit pas dépasser 20 des revenus de la Ville. Alors ça, c'est conforme à ce qui se passe dans les autres villes et ça, il va falloir en tenir compte. Ce qui veut donc dire qu'il faut faire des choix. Alors nous, les choix, ça va être 3-4 grands éléments. Alors là, je ne peux pas vous dévoiler tout notre programme, Non, mais c'est sûr. c'est quand même 3-4 grands éléments qui vont tourner autour de ce que je vous dis et poursuivre l'aide aux communautaires, mais surtout en leur donnant, aux communautaires et à la culture, en leur donnant les infrastructures nécessaires. Parce qu'on sait que la Ville est très présente point de vue communautaire. On parle seulement un exemple ici à Lauson. Exactement. Il y a le comptoir de Grenier qui est là. Il y a aussi le Patro. Exactement. Il y a un paquet d'événements aussi que la municipalité et de façon de faire ont mis en place pour contribuer, si on veut, avec l'accréditation des organismes communautaires sur la Rive-Sud, qui a fait en sorte que tout le monde a son code part et qui se sent vraiment accepté dans cette grande famille qui est Lévis. Monsieur Lehouillier, moi j'aimerais que vous me parliez pour les prochaines minutes, parce qu'on arrive vers la fin de l'entrevue. Je vous laisse l'antenne. Qu'est-ce que vous proposez aux gens pour que ceux qui vous écoutent, là, quel message vous voulez lancer et de faire certain. Puis avant d'aller là, j'aurais peut-être une question pour vous. OK, allez-y. Pensez-vous que... Non, je vais reprendre ma question. Que pensez-vous ce que les jeunes pensent de la politique municipale? Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles que moi j'ai jasé, puis j'ai reçu des petits messages sur mon téléphone intelligent qui me disaient, ils disent, écoute, la place des jeunes dans la politique municipale, est-ce qu'il va y avoir une meilleure façon pour votre parti de les approcher et de les faire participer? Parce qu'on parlait de regarder la parade et ce qu'on veut, c'est de faire sortir le vote 1 et de faire sûr que toute la population votante puisse être en mesure d'aller vous voir le 3 novembre et dire tout haut et tout fort que moi, je suis lévisien puis je veux participer à ce beau développement-là. Qu'est-ce que vous leur diriez? Ben moi, ce que je dis aux jeunes, c'est de regarder la politique aujourd'hui, parce qu'on a vu avec la commission Charbonneau et tout ça, comment il y a une confiance à regagner auprès de la population. Est-ce que ça va être dur pour vous et votre équipe de garder cette tangente-là de transparence? Écoutez, nous on va avoir l'occasion d'en parler pendant la campagne. Nous, on va modifier complètement nos façons de faire en campagne électorale. Et vous allez voir, je l'ai déjà dit publiquement, l'argent ne sera plus le nerf de la guerre. Alors ça veut dire de nouvelles façons de faire. Il va falloir qu'on innove. Il y a des moyens technologiques maintenant. Et oui, donc, évidemment. vous êtes d'ailleurs avec la diffusion sur Internet, ce qui est quand même assez extraordinaire. Puis ça nous permet d'avoir des entrevues et on un peu pourra plus longues. peut-être diffuser les séances du conseil. Pourquoi pas? Alors, Évidemment. si vous nous faites l'offre, je pense que ça pourrait être drôlement intéressant de le faire. Ça va nous faire plaisir de le faire. Et ça va nous faire plaisir de vous voir aux assemblées publiques du Conseil. Ça, c'est sûr. Évidemment. Parce que moi, je crois à la transparence, je crois à la diffusion. Alors moi, ce que je pense qu'il faut lancer comme message aux jeunes, c'est que on peut encore, dans cette société qui est la nôtre aujourd'hui, on peut encore rêver. On peut encore rêver parce que quand on est jeune, on a des rêves qu'on veut réaliser et on peut encore rêver. Et nous, ce qu'on va faire comme équipe municipale, c'est on veut rebrasser les cartes au niveau des jeunes. Et ma préoccupation va être tellement grande qu'on a l'intention de mettre au point une table jeunesse, une véritable table jeunesse. On en a une, mais là, je voudrais qu'elle soit grande ville. Et nous, on aimerait se servir de nos jeunes, on aimerait en tout cas les mobiliser pour développer
le sentiment d'appartenance à cette grande ville-là entre les divers secteurs de la ville. Et ça, ce que ça veut dire, se doter de liens cyclables sécuritaires. Faire en sorte que nos jeunes puissent avoir des parcs intéressants. Améliorer la desserte au niveau du soccer, au niveau du baseball. De toutes les activités extérieures. Amener les jeunes à participer à la vie démocratique, mais sortir un peu des sentiers battus. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Lévis, là, on est rendu à un point carrefour. On s'en va, même nous, on n'échappera pas à un certain vieillissement de notre population. Mais on a une chance inouïe. On a une chance inouïe de connaître un développement. Oui. Alors, à nous d'aller chercher les nouvelles familles et à nous de les inciter à rester ici. Ça, savez-vous ce que ça veut dire? Organiser des événements. S'assurer qu'au niveau de notre population, on puisse avoir des événements d'hiver, on puisse avoir des événements d'été. Encourager ces événements-là, les soutenir et faire en sorte, à un moment donné, que les gens puissent participer à la vie active de Lévis. En parlant d'événements, je vais vous arrêter. Il y a un événement... Revenir à la dimension quartier, finalement. Oui, effectivement. En parlant d'événements, on a su dans les derniers journaux récemment d'un certain surplus de 800 000 $. Vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez maire? Parler d'un surplus de 800 000 pour issu des célébrations du 375e anniversaire. Exactement. Qu'est-ce que vous feriez? Bien, moi, je pense qu'il faut... Parce qu'il y a des éléments qui sont déjà mis en place, il y a déjà des organismes qui ont été ciblés ou des solutions possibles. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Bien, moi, je pense qu'il faut qu'il soit réinjecté dans l'événementiel. Il faut vraiment qu'il soit réinjecté pour permettre justement à nos jeunes de se faire valoir. Moi, je me dis que la culture, aujourd'hui, doit faire beaucoup d'espace aux jeunes. Et ça, à Lévis, là, on a un petit peu encore de chemin à faire de ce côté-là. Mais moi, je suis confiant qu'un budget comme le 800 000, ce qu'il faut plutôt essayer de faire, je vais vous le dire, nous, on va essayer de le faire grossir à la ville de Lévis et on va essayer d'aller chercher le maximum d'aide financière des paliers supérieurs de gouvernement pour le faire grossir. Mais en même temps, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on soit dans une ville, et c'est pour ça que je veux créer des liens identitaires, où on puisse être fier d'aller voir ce qui se passe dans le centre-ville de Charny, dans le centre-ville de Bréquéville. Alors ça, on va y travailler beaucoup parce qu'on y travaille actuellement les 15 de l'équipe. Et c'est pas facile, une ville comme Lévis. Je vous dis, c'est une grande ville. Ce qui est difficile, c'est de monter les équipes, monter les organisations, parce que ce que les gens oublient souvent, c'est qu'on se dit c'est une ville. Oui, mais c'est une ville qui est l'équivalent qui est sur le territoire de 3 comtés provinciaux. Imaginez-vous. Oui, c'est important. Alors, c'est comme organiser une élection municipale, c'est comme organiser une élection pour 3 comtés électoraux. Ah oui, alors, partiellement, si on inclut Pintendre, qui fait maintenant partie de Bellechasse. Alors, ça vous donne une idée, Lévis, chez Chaudière. Alors, c'est un gros défi et il faut vraiment qu'on maintienne, pour maintenir le sentiment d'appartenance. Alors, il faudra que ce 800 000-là soit bien utilisé et il faudra qu'on consulte nos organismes partenaires pour réaliser le meilleur qu'on puisse faire avec ce 800 000-là. Je vous laisse l'antenne. Merci. Prenez quelques minutes pour expliquer un peu aux gens. Présentez-vous. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer? Bien, moi, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup, bien sûr, sur la réalisation des réseaux cyclables dans l'exil de Lévis. On le poursuit maintenant. On va le poursuivre à la grandeur de la ville. Alors, nous, dans le fond, ce qu'on va proposer à la population lévisienne, ça va être très simple. Il faut améliorer la fluidité de la circulation. Il faut que les gens puissent être capables d'entrer et de sortir de leur ville facilement. Ça, c'est un irritant à la qualité de vie. Alors ça, il va falloir que le développement de nos infrastructures soit au diapason des attentes de la population. Le deuxième élément, c'est qu'il faut poursuivre la lancée du développement économique qu'on connaît à Lévis. Et ça veut dire qu'il faudra modifier nos approches de gestion à la ville. Les modifier dans le sens d'être en mesure de répondre aux besoins nouveaux en matière de logement, aux besoins nouveaux en matière de densité de population ici qu'on a à Lévis, parce que c'est cette densité-là qui va permettre aux activités commerciales d'être florissantes. C'est le développement économique aussi qui va permettre vraiment de pouvoir dire qu'on a une ville qui est en plein développement. Mais ça, il faut le faire dans le respect de la qualité de vie. Alors, c'est la raison pour laquelle on va avoir l'équilibre, on va essayer de garder l'équilibre et le développement, entre le développement économique et la qualité de vie. Alors, pour nous, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Fluidité de la circulation, transport en commun,
donner aux organismes de loisirs des infrastructures adéquates pour la pratique de leurs activités. Ça, c'est extrêmement important. La reconnaissance est faite. Règle générale, il y a une bonne répartition des budgets qui sont donnés aux organismes communautaires. Et là-dessus, Lévis est présenté comme un modèle. Mais il reste encore des petits éléments à corriger au niveau des infrastructures. Alors ça, on va y arriver. Alors pour nous, c'est des éléments vraiment incontournables. Et en même temps, l'idée, c'est de s'assurer que l'élu va toujours être au cœur de l'action et qu'on va être à l'écoute de la population. Ça, pour moi, c'est les éléments fondamentaux. Monsieur Lehouillier, un plaisir de vous recevoir dans nos studios et on aura le plaisir de suivre votre campagne. Merci. Laissez-nous le temps de faire une petite parenthèse. Je voulais, au nom de toute l'équipe de CKLV et des partenaires avec lesquels on a travaillé, je vous souhaite félicitations pour votre événement de vélo, parce que je trouve que c'est un très bel exploit. Et tenez-nous au courant dans les prochaines semaines de votre programme. Est-ce que la machine électorale municipale est déjà en marche? Oui, elle est en marche dans chacun des quartiers, ça c'est sûr, parce qu'on a quand même une équipe qui est bien enracinée dans chacun des quartiers. Ça, pour moi, c'est très, très, très important, parce que la vie municipale, ça commence dans le quartier. Et c'est là que tout commence. Vous l'aviez dit tantôt que les événements se passent sur le terrain des vaches. Exactement. Donc, il faut être présent. Là. Et il faut être présent, il faut être partout. J'étais à Charny en fin de semaine dernière, à Briqueville. J'étais à la Maison des aînés la semaine dernière. Alors, on travaille très fort, toute mon équipe, et j'accompagne les gens de mon équipe également. Alors, tout le monde travaille très fort. On est vraiment emballé par le défi qui nous attend, parce que c'est un gros défi qui nous attend à la ville de Lévis, hein? Ce défi-là, il va falloir être en mesure de le relever dans le respect des autres. Ça, pour moi, c'est important. Et j'ose espérer qu'on va faire une campagne électorale sur des enjeux de fond. Et pour moi, c'est ce qui me captive le plus. Donc, pour nous, évidemment, il n'y a pas question... Parce que, vous savez, il y a une façon de faire des campagnes électorales où, à mon avis, la population ne veut plus de ça. Alors, il faut maintenant être positif, il faut être constructif. Et c'est ce que les gens s'attendent de nous. Alors, nous, on va proposer une plateforme électorale qui va plaire à la population de Lévis, mais on n'est pas là non plus pour plaire, mais on est là pour gérer de façon responsable la ville. Et en collaboration avec les citoyens. En collaboration très étroite avec les citoyens, parce que moi, je crois beaucoup à la vie démocratique municipale. Je suis un gars de terrain. Comme on dit, il ne faut pas juste regarder la parade, il faut participer. Participer, puis surtout, toujours être au niveau des gens. Ça, c'est important pour moi. Monsieur Lehouillier, un plaisir, puis merci beaucoup de votre présence. Merci. Ça a été également un grand plaisir pour moi et je voulais vous dire que pour moi, tout ce qui est d'approche communautaire, le fait, par exemple, que vous nous donniez l'antenne sur un site Internet, ça, pour moi, ce sont des éléments importants. Je crois que c'est important de donner la parole à ceux qui ont peut-être pas toutes les informations nécessaires, mais qui ont des outils déjà en place. Et nous, on est juste... la main qui leur donne un peu les moyens. Vous êtes de bons relayeurs de l'information. Ça fait plaisir. Puis on aura le plaisir de vous suivre durant votre campagne. Merci beaucoup. Merci, M. Lehouillier. Contactez la salle de nouvelles de CKLV par courriel cklvradio@gmail.com, Twitter et Facebook CKLV Radio, par téléphone